Pour répondre à la question qui s'affiche, on va imaginer le bon citoyen. Finance responsable, conviction ou argument de vente. Mais avant ça, sachez que ce module fait partie de la formation Les Fondations. Les fondations par Finéo, qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui aide les courtiers, les conseillers à devenir conseillers, à se reconvertir vers ce métier et en donnant toutes les grilles de lecture pour savoir s'il faut exercer seul ou accompagné et comment bien voir les pièges qu'il y a. Et donc dans cette formation-là, vous allez pouvoir avoir toutes les étapes pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, qui est un mot valise. Je vous laisse aller voir les informations sous cette page et nous, on revient à nos moutons. Et cette vidéo est publique parce qu'elle est de nature importante. Donc la finance responsable, on imagine le bon citoyen. Donc le bon citoyen, c'est, on va dire, c'est celui qui a vendu sa voiture, qui fait ses trajets à vélo, qui a arrêté de manger de la viande, qui ne prend plus l'avion, pour ses vacances, et donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de concessions, qui a beaucoup appris pour changer ses habitudes et son mode de vie et ça prend des années. Voilà, il a tenu. Sauf que pendant toutes ces années, l'argent qu'il avait sur ses comptes, son livret, peut-être même son assurance vie, bah, lui, il a continué à être placé dans des banques, classiques, à financer exactement ce qu'il essayait, d'éviter. Bah, ce bon citoyen, il ne le savait pas, personne ne lui avait dit et c'était le travail de personne, parce que c'était pas courant. Sauf que maintenant, ça peut devenir, ta vision, ta conviction, si tu décides que la finance responsable est faite pour toi. Je ne vais pas essayer de faire de la morale ou te dire quoi penser, je vais juste te montrer où est le levier, grâce à ce métier et il se trouve qu'il est, exactement là, où un conseiller peut agir et c'est un levier qui est pas des moindres. Et il y a 2 phrases avant d'attaquer, parce que cette vidéo, encore une fois, elle est publique, donc je parle à des professionnels du conseil et à ceux qui veulent le devenir. J'explique, du coup, le métier, qui est le mien et rien de tout ce que tu vas entendre n'est un conseil en investissement, ni une recommandation adaptée à ta situation, et ni de qui que ce soit d'ailleurs, d'accord? Qu'on soit clair. Allez, on rentre dans le vif du sujet, pardon. Alors des chiffres d'abord, les Français, sont de très bons épargnants, sur l'ensemble de l'année 2025. Heu, nous on a mis quand même, 18 en moyenne de nos revenus disponibles, ce qui est très élevé. La moyenne de la zone euro est à 15, donc plutôt élevé par rapport au reste du monde et en France, on épargne, on le fait tôt et on le fait plutôt beaucoup. Sauf que, sur ce qu'on fait avec cet argent qu'on met de côté, c'est une autre histoire parce que on voit que, sur le patrimoine financier, hein, des liquidités, les actions pèsent que 19. Donc il y a un travail qui a été publié au printemps 2026, qui a calculé l'allocation, qui aurait été optimale pour un risque quasiment identique, ça aurait été 27. Donc voilà, il y a des pourcentages à aller chercher. Et l'écart sur 20 ans, par rapport à ça, c'est quand même 340 milliards d'euros que les ménages, français n'ont pas gagnés. Bon, l'idée ici, c'est de retenir la forme de la phrase parce que, c'est tout le sujet. On est très bon sur la quantité, le volume qu'on met de côté. Par contre, on est beaucoup moins bon sur la destination, sur là où ça va, en finalité. Donc beaucoup d'argent mis de côté et peu de gens savent où il va exactement ou encore comment l'optimiser. Donc on va aller voir exactement où il va et qu'est-ce que ça pèse d'un point de vue de finances responsables. À noter aussi que dans cette présentation, il y a bien sûr pas mal d'enjeux tels que la biodiversité, les cycles de l'eau, la justice sociale, mais restons vraiment sur le carbone ici, parce que c'est une mesure qui existe avec de la donnée et aujourd'hui elle quantifie ce que pèse chaque euro confié à une banque. On appelle, ça, une intensité carbone. Combien de tonnes de CO2 sont émises pour 1 million d'euros que la banque injecte dans l'économie, par exemple? Et les 6 grands groupes, français ont été mesurés un par un, ce qui donne, pour 10 000 € posés sur un de tes comptes en banque, entre 4 et 6 tonnes, et demi de CO2 par an, selon l'établissement. Donc c'est énorme. Et comme tu vois, ça va presque du simple au double pour la même somme, sans que tu aies rien d'autre à choisir que d'aller à ton agence et ouvrir un compte courant, et quelques livrets, par exemple. Voilà, aussi simple que ça. Et pour que ce soit parlant, on va le convertir.
Un aller-retour Paris-New York en avion, c'est, on va dire, 2 tonnes de CO2 par passager. Donc 10 000 €, c'est deux trois allers-retours Paris-New York, tous les ans, sans bouger de chez toi. 2 choses en plus, parce que je veux pas que tu dises que c'est une mesure qui est vieille, pas sourcée, ça s'arrange, et cetera. La première, c'est que cette mesure a été refaite entre 2017 et 2020 pour 1 € financé. Les 4 plus grosses banques françaises, en moyenne, ont augmenté leur émission de à peu près 2, donc ça s'empire. Donc ça ne baisse pas. La seconde mesure qui est plus récente, en 2025, une étude a compté, sur les 4 années précédentes, ce que les grandes banques mondiales ont mis pardon, dans les énergies fossiles et ce qu'elles ont mis dans les énergies, on dit, alternatives. Donc les banques mettent quand ils mettent 1 € pour le fossile, elles en mettent que 42 centimes pour l'alternatif et il faut savoir que, les banques européennes, font mieux que la moyenne déjà à 70 centimes. Mais ça reste, moins de 1 pour 1, pour avoir une égalité parfaite. Maintenant, on remet ça, la finance et la pollution de l'argent à côté des gestes qu'un Français peut faire. Devenir végétarien, c'est un peu plus d'une tonne de CO2 par an. Remplacer la voiture par le vélo, c'est, pour les trajets courts, c'est à peu près, 1/3, non, 0,30, tonnes de CO2 par an. Voilà, donc un Français qui émet en moyenne 8 tonnes 2 par an, bah, pour tenir la trajectoire climatique, c'est-à-dire qu'un humain devrait émettre que 2 tonnes de CO2, il faut descendre autour de 2 tonnes, de CO2 d'ici 2050, donc d'ici le milieu du siècle et c'est demain et on n'y arrivera pas, OK? Donc ces gestes, ils comptent, hein et bien sûr, ils comptent ensemble, mais ces gestes, c'est plutôt l'écologie personnelle, celle des valeurs qu'on tient au quotidien pour se sentir soi aligné. Donc c'est important et il faut savoir qu'ils ont un plafond et ce plafond, il a été mesuré. On prend un Français qui activerait tous les éco-gestes, végétarien, plus jamais d'avion, tout en occasion, tout en covoiturage, tous les jours de l'année et son empreinte baisserait d'environ à peu près 25. Alors que si on y ajoute les investissements qu'un ménage peut faire, rénover son logement par exemple, changer de voiture, on monte tout de suite à 45. Et bien sûr, si on compte l'épargne, alors là, ça, c'est encore plus important parce que dans la moyenne des 8 tonnes de CO2, on ne compte pas ce que l'argent pollue et c'est une hérésie. Et la phrase des auteurs eux-mêmes, que je trouve juste, c'est que les gestes individuels sont nécessaires et malheureusement, ils ne suffisent pas. Donc voilà où je voulais en venir, c'est que tout ce qu'une personne peut faire toute seule par ses gestes, bah, elle va s'arrêter à un certain point et le reste va vraiment dépendre de ce qui se construit, ce qui se produit et donc ce qui se finance. Et ça tombe bien parce que la finance, c'est ton métier et ton métier, c'est vraiment l'intermédiation, mettre des investisseurs en relation avec des solutions à impact que tu auras analysées. Parce que l'investisseur final ne veut peut-être pas faire ce travail de recherche parce qu'il a un métier, parce qu'il a une vie de famille, et cetera. Et toi, tu es là pour soulager ça. Donc ça va dire en clair, avec le conseil qui est en adéquation avec le profil du client, bien sûr, tu décides de où vont aller leur argent ou du moins tu conseilles. Et ça, généralement, c'est pas pour juste quelques mois. C'est un impact dans 5, 10, 15, 20, 30 ans ou même à l'échelle d'une vie et c'est pour ça, que je fais ce module, parce pas parce que c'est un sujet à la mode et même au contraire, on a un petit backlash en ce moment, mais parce que c'est vital pour les années qui vont arriver et dans le monde qui est en pleine transition. Et tu m'as déjà entendu dire à quel point, ce métier compte dans la vie des gens sur cette chaîne ou encore, dans la formation, les fondations. Sur leur retraite, sur leurs projets et sur ce qu'ils vont laisser à leurs héritiers ou à bien à des associations et c'est déjà énorme et c'est un impact qui est de l'ordre multigénérationnel. Donc si on y ajoute une couche et vraiment une seule, pendant toutes ces années, heu, sur un capital qui ne dormira pas et qui finance quelque chose, parce que ça finance forcément quelque chose, alors autant savoir quoi. Et je veux être clair sur ce point, tout de suite parce que la suite va en dépendre, aussi.
Chez Fineo, par exemple, on travaille sur toute la planète classique du CGP. Les CPI, l'assurance vie, le non-coté, enfin voilà. On touche à plus de 200 solutions, heu, plus ou moins. On n'a pas retiré des cases de ce tableau-là ou de cette palette de solutions, des couleurs, comme on peut dire, parce que le fil de conscience dont je te parle, il s'ajoute déjà à ce que tu sais faire et il te retire aucun outil. Si tu es CGP et que tu es pas forcément responsable, aujourd'hui, tu peux devenir responsable sans perdre tes habitudes. C'est ça qui est important. Et ce que ton client détient ailleurs, tu le regardes quand même. Par exemple, au tout hasard, ses actifs numériques, heu, bah, le recenser dans son audit bilan patrimonial, le en tenir compte, c'est ton travail. Par contre, le conseiller, bah, là, c'est un autre métier. Et par rapport aux cryptos, bon, bah, c'est carrément un autre agrément, hein. C'est prestataire de services sur crypto actifs, hein, c'est le PSAN et il vient, du règlement européen qu'on appelle MiCA et en France, c'est l'AMF, voilà, qui le délivre. Donc c'est ni ta carte de conseiller en investissement financier, ni heu, ton statut d'intermédiaire en assurance qui te donne droit à exercer dans la caisse crypto. C'est un agrément à part, il se demande en plus, heu celui-là, on l'a pas, et je préfère te le dire tout de suite, à date. Voilà, j'en ne dirai pas plus. Donc maintenant, on va faire une passe sur le vocabulaire dans ce métier parce que le terrain, est encombré de sigles, d'acronymes, qu'on est perdu. Voilà et c'est presque, des fois, fait pour ça, heu, enfin non, là j'exagère. Bon, alors ESG, 3 lettres, 3 familles de critères, l'environnement, le social, la gouvernance et c'est pas, une note de vertu, hein, c'est vraiment une grille de lecture et il y a un détail qui surprend presque tout le monde, dans beaucoup modèles d'analyse, c'est vraiment le G qui est poussé au plus, la gouvernance. Donc une entreprise peut être très, très bien notée ESG, surtout parce qu'elle a, une bonne gouvernance et qu'elle est bien gérée. D'accord? Ensuite, il y a ISR, investissement socialement responsable. C'est d'abord une démarche, une façon de sélectionner et en France, c'est aussi un label qui est public. Ensuite, il y a SFDR, donc c'est un règlement, européen et le mot, qui compte, c'est, le règlement de transparence. C'est de la transparence. Il ne va pas noter les fonds, il classe en fait, ce que les fonds vont déclarer. Tu vas entendre parler de fonds article 6, 8, 9. En gros, c'est une classification que, le régulateur, du marché a donnée, au niveau de la déclaration. C'est pas un label, c'est pas une note, ça décrit un engagement qui est annoncé, et pas un résultat, mesuré, voilà. Et ce cadre, il est en cours de révision, donc ça sert à rien d'apprendre les cases par cœur, parce que, ça va bouger. Puis, il y a les labels. Il y en a plusieurs. Certains sont publics, d'autres sont privés. Le label, c'est un signal. C'est pas une méthode, encore une fois. 2 produits, qui portent le même label peuvent, contenir des choses très, très différentes. Et il faut savoir que chaque label a son référentiel, qui bouge. Par exemple, celui de l'ISR a été durci en mars, 2024 et la précédente règle, était de 2020. Donc ça peut changer, ça peut se durcir ou voilà, ça peut aller dans les 2 sens en vrai, hein. Donc voilà, tu connais un peu le vocabulaire et par contre, tu peux retenir ce qui les relie, c'est qu'aucun de ces sigles répond à la question de ton client. Ils te disent en vrai, en gros ce qui est déclaré, ils te disent pas vraiment ce qui est financé et entre les 2, bah, il y a un travail de recherche et d'analyse. Bah, ce travail, là, bah, c'est le tien. Et il y a une phrase que tu vas, prononcer des centaines de fois dans ta carrière, ou tu vas la lire au moins des centaines de fois et la faire signer: «Les performances passées ne préjugent pas des performances futures». Tout le monde le dit et presque personne ne se comporte comme si c'était une vraie phase, et ça se mesure. On a des études aux États-Unis, par exemple, qui comparent chaque année, ce qu'un fonds rapporte ou ce que, l'épargnant a réellement touché. Une fois qu'on tient en compte du moment où il est rentré et du moment où il est sorti. Et sur les 10 dernières années,
fin 2023. Sur le marché américain, le fonds moyen fait à peu près 7,3 par an, alors que l'épargnant moyen, touche que 6,3 et le point de rendement qui est évaporé, environ 15, hein, parce que c'est les intérêts composés. C'est pas une question de frais, c'est pas une question de mauvais fonds, c'est juste que le moment où l'épargnant choisit pour entrer et de sortir, heu, qui rentre en jeu. C'est la seule variable, voilà. Et je te donne un chiffre américain parce qu'on n'a pas d'équivalent d'études comme ça en France, mais c'est pas un réflexe de nationalité, c'est un réflexe humain, voilà. Donc le premier réflexe, de ton client, ce sera de regarder la courbe des 5 dernières années sur un fonds, s'il veut savoir la rentabilité et si tu lui donnes rien d'autre que ça, il va s'arrêter là, il n'aura que ça et c'est une vision très, limitée avec des œillères de la gestion, par exemple. Alors il faut se poser la vraie question, celle qui est en dessous. Si le passé ne prédit pas le futur, bah, qu'est-ce qui le prédit? Et encore une fois, on arrive sur la finance responsable. Il y a 4 familles de choses qui pèsent sur ce que faudra une entreprise, dans 15 ans. Déjà, il y a un risque physique. Le climat, il va abîmer concrètement, éroder, heu, les constructions, une usine, une récolte, un bâtiment, une chaîne d'approvisionnement, tout ça. Il y a un risque de transition. Ce qui arrive à une activité quand, bah, les règles, les prix, le coût des matières premières, ou les usages changent autour d'elle. Voilà, ça peut être un changement de marché totalement aussi. Il y a un risque, réglementaire, une norme qui arrive et qui rend, cher ou voire même impossible ce qui était, gratuit ou moins coûteux, voilà. Il y a un risque de réputation, qui se déclenche assez vite et qui, coûte dans le temps. Si on fait une mauvaise action, avec les réseaux sociaux, ça peut aller très, très vite. Bon, bah, en regardant ces 4 lignes, bah, il y a pas d'opinion politique, hein, que je dis, hein, ce sont des risques. Ils ont appris, heu et les gérants, qui ne le regardent pas dans leur métier, bah, il fait mal le métier du gérant. Mais la plupart, aujourd'hui sur le marché sont très pertinents, hein, mais pas tous et l'extra-financier, en fait, n'oppose pas l'analyse financière. Même si c'est extra la finance, l'extra-financier, c'est, c'est presque l'analyse financière qui va regarder plus loin que la courbe, en fait. Donc, la deuxième question qu'on va te poser après, qu'on ait posé, toutes ces informations-là, c'est: «Est-ce que ça va me coûter moins, ou ça va me rapporter moins?» surtout. Donc cette question, pas s'éviter. Alors la réponse honnête en 2 morceaux, déjà le premier, cette question ne peut pas se trancher par une phrase, hein. Les études existent, elles ne disent pas toutes la même chose et elles dépendent énormément de la période qui a été observée et de ce qu'on mesure. Quelqu'un qui t'affirme que ça rapporte plus avec assurance, ne dit pas la vérité et quelqu'un qui te dit: «Ça rapporte moins», bah, ne te dit pas la vérité non plus. Second point, ce qui est vraiment certain par contre, c'est que le filtre restreint, l'univers. Voilà, tu peux automatiquement, investir dans moins d'entreprises. Tu écartes des choses. Donc un univers qui est plus étroit, c'est un profil de risque un peu différent. Pas forcément pire, différent. Et ça, tu dois le dire à ton client parce que c'est vrai et parce que c'est exactement, ce qu'il te demande aussi, hein. C'est ça qui va te permettre de désamorcer la conversation. C'est pas qu'une histoire de performance, c'est aussi de connaître, et de reconnaître en fait, là où il y a un compromis à faire. Et maintenant la question que je me suis posée le plus longtemps et de loin, qui est un cran plus profond encore, est-ce que, mon euro change vraiment quelque chose? Est-ce que j'ai vraiment un impact dans tout ça? Bah, on va prendre le cas le plus courant, hein, de la finance. Tu achètes un fonds action, qui achète des titres d'entreprise jugées vertueuses, en bourse. En bourse, quand, tu achètes ce titre, tu l'achètes à quelqu'un d'autre ou une autre entité, pas à l'entreprise qui est cotée en elle-même. L'entreprise, elle reçoit pas 1 €, elle ne le sait même pas, quand il y a une transaction qui passe, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, ça veut juste dire que l'effet ne se passe pas vraiment où tu le crois. Alors, du coup, en bourse, qu'est-ce qui pèse vraiment? Il y a 3 choses. Il y a le vote,
quand, le gérant est actionnaire, il vote en assemblée générale. Donc, tu peux peser sur la rémunération, du dirigeant, une stratégie, un projet, heu, ou tu peux, aussi suivre, le conseil, d'administration sans rien dire, hein. Voilà, donc la différence est plutôt publique ici, politique, de vote, et la politique de devant de enfin, la politique de vote se demande, hein, et du coup, il faut lire, il faut suivre, tout ça. Sinon, il y a l'aspect financement direct. Là, l'argent arrive vraiment, là où vous pensez qu'il doit aller, c'est-à-dire c'est souvent le non-coté, la dette privée, les obligations souscrites au moment de l'émission. Les financements participatifs, la forêt, le foncier, les infrastructures. Bon bref, c'est des classes d'actifs qui sont souvent plus exigeantes et souvent moins liquides. Donc c'est pas adapté non plus à tout le monde, ni à toutes les situations. Mais là, chaque euro, on va dire, a un impact. Et ici, encore une fois, je te décris un mécanisme, c'est pas une recommandation. Ceux qui décident, de ce qui va être, dans un portefeuille, c'est la situation de la personne en face de toi et jamais un raisonnement général que je tiens, par exemple dans cette vidéo-là. Et l'exclusion, heu, bon, quand elle est petite, ça sert à rien, mais quand elle est massive, un acteur q par exemple qui refuse de financer, une activité, ne change rien. Mais, s'il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à refuser, bah, il y aura un coût qui va arriver, sur le capital, de l'entreprise, cotée et ça va se mesurer sur les projets qu'elle-même pourra financer ou pas. Maintenant, on va ajouter une chose qui est très souvent, pas dite, c'est que où va l'argent géographiquement? Aujourd'hui, il y a une part importante de l'épargne française qui finance, des économies qui ne sont pas la nôtre et pourtant, financer des projets qui sont proches de chez soi, concrets, qui vont aider le cycle de l'alimentation, de la nourriture, par exemple, heu, le logement, l'énergie, bah, c'est pas une position politique, c'est de la résilience, au sens le plus simple du mot, hein. On préfère financer, le fermier qui est à côté de chez nous que, une ferme intensif, dans le fin fond de l'Alabama, par exemple. Voilà et donc, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, il y a 3 façons de trier. Elles portent 3 noms différents, elles donnent pas toutes, le même portefeuille. Donc déjà, il y a l'exclusion, on va retirer, des secteurs entiers, hein, des fois, l'alcool ou bien, tout ce qui est, proche ou loin des armements, la défense, tout ça, enfin voilà, l'exclusion. Après, il y a le meilleur de sa catégorie, c'est-à-dire qu'on rentre dans un secteur, y compris les secteurs polluants, mais on garde les mieux disants. C'est-à-dire le portefeuille ressemble beaucoup au marché, mais juste un peu mieux orienté. Et enfin, il y a le terme, meilleur de l'univers, best in universe. On garde les meilleurs, tous secteurs confondus, et le portefeuille va se concentrer, et il s'éloigne et est un peu plus décorrélé du marché global. Bon, aucune des 3 n'est la bonne réponse dans l'absolu, mais quand quelqu'un te dit, «Ce fonds est responsable», tu sais maintenant, quel type, de triage, est possible. Et je veux finir par, ce passage qui me semble, heu, intéressante à dire. Même chez Fineo, hein, il faut savoir que les solutions, aujourd'hui, ne sont pas à 100 génératives, régénératives. On va en parler dans un instant. Ça n'existe pas et le fait de vendre ça, ce serait te mentir. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, bah, a besoin de béton, a besoin d'acier, a besoin de pétrole, a besoin de transport, a besoin de logement et tout ça, ça émet. Donc ce qui compte, ce n'est pas seulement de financer ce qui est déjà propre, ça bien sûr qu'il faut le faire et il faut pousser vers ce sens-là, mais c'est aussi de financer tous ceux qui vont être en baisse de consommation. Une industrie qui est lourde et qui réduit fortement ses émissions déplace, beaucoup plus de tonnes qu'une entreprise, par exemple de logiciels, qui n'en émet pas beaucoup au départ. Parce qu'au fond, le meilleur carbone, c'est pas celui, qu'on compense, c'est celui qu'on n'a pas émis. Et il y a une obligation, elle est simple, on doit à date, quand on est conseiller en investissement financier, recueillir les préférences de durabilité, du client. Poser la question et le tracer dans le dossier.
et beaucoup s'arrêtent juste à la collecte. La question est posée, la case est cochée, le dossier est propre et la recommandation ne suit aucune ligne. Donc recueillir une préférence, sans que ça ait le moindre conséquence, hein, sur ce que tu proposes, bah, c'est pas vraiment de la conformité, quoi. C'est presque de la mise en scène, le minimum réglementaire, je fais ce que la chambre me demande et ça y est. Et c'est pas, du coup, le maximum qu'on peut faire, quoi. Donc je prends le temps aussi de faire un petit mot sur la certification AMF et on va rentrer dans la théorie de la finance responsable ensuite. Parce que cette certification AMF, finance durable, elle existe. J'ai pas de boule de cristal, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais quand je regarde la direction que ça prend, heu, la réglementation depuis, mon début de carrière, hein, moi je passerais, ce module-là maintenant. Heu, Ce module-là n'est pas donné, heu, voilà, pardon, le module que tu vois si tu passes la formation Les fondations, ne va pas, remplacer cette certification en AMF durable, quoi, mais ça te donne des clés. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'un point, à te donner avant la fin, c'est la théorie sur laquelle tout ça existe et on peut se représenter les choses, de manière assez simple et ça tient en un seul dessin. On l'appelle le donut. Cette image, bon, bah, je l'ai simplifiée le donut. Si tu es curieux, je t'invite à taper, donut, Kate Raworth, pour voir l'original et pour voir toute l'étendue de la thèse de cet économiste-là. En gros, elle dit que le cercle, d'abord intérieur, c'est le plancher social. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir se nourrir, se loger, se soigner, apprendre, avoir un revenu dignement, voilà. En dessous, si on n'a pas ce plancher social, bah, les manques vont manquer de quelque chose d'essentiel et c'est, de l'injustice sociale. Ensuite, il y a le cercle extérieur, donc intérieur, extérieur et là, c'est le plafond écologique. Au-dessus de ce plafond-là, on va abîmer ce qui fait vivre, le climat, l'eau, le sol, le vivant de façon générale. Et entre les 2, comme vous le voyez, il y a un anneau vert. Voilà. Et ça s'appelle la donneuse économie et c'est là où on peut enfin, c'est dans cet espace-là qu'on peut avoir une économie saine et qu'on peut faire tourner très longtemps sur, cette planète. Et derrière ce dessin-là, il y a un basculement qui est peut-être le plus vrai du siècle en écologie. On a construit un monde extractif, c'est-à-dire qu'on prend plus qu'on ne rend à la planète et on nous incite à aller vers un monde régénératif, c'est-à-dire on rend au moins autant qu'on ne prend, si ce n'est on rend plus qu'on ne prend. Voilà. Bien sûr, ça ne se fera pas que par la finance seule, hein, évidemment, mais ça ne fera pas non plus, ça ne se fera pas tout ça sans la finance. Parce que rien ne se construit dans le modèle capitalistique qu'on est, sans être financé. Mon expérience et pourquoi la finance responsable, je le dis publiquement sur ma chaîne, il y a quelques années, j'ai eu une expérience de mort imminente. Ça reste, une expérience, personnelle qui est intense et je vais pas débattre ici, hein, pour savoir si c'est venu de l'extérieur ou de l'intérieur en moi. Ce que je sais, c'est que ça m'a laissé, heu, chamboulé, voilà. Heu, un grand chamboulement sur ma façon de voir le monde, la vie et ce qui m'entoure et une prise de conscience énorme, la phrase serait, «Nous sommes tous reliés». Et il y a un principe qu'on entend souvent dans la spiritualité, nous sommes tous un. Moi, je préfère, le mot, de l'inter-être, inter-être, interconnecté, employé souvent par, Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien, heu et il en parle sur son, site Le Village des Pruniers. Voilà, j'en dirai pas plus sur mes convictions. Pour moi, l'approche de la finance, responsable est une approche, que j'ai testée dans mon propre cabinet. Ça fonctionne très, très bien et j'ai juste envie de le partager à grande échelle. Une seule chose et elle est courte, écris en 3 phrases ce que tu répondrais à un client qui te dit: «La finance responsable, c'est du marketing». En 3 phrases. Généralement, s'il t'en faut plus que 3, hem, c'est que, il te manque encore, quelques, billes pour répondre, à ton client sereinement. Sur ce, j'ai terminé ce module-là. Je vous dis à très bientôt.